La forêt du Pays de Langres, située en Champagne-Ardenne, est à la source des magnifiques paysages de cette région, où elle est omniprésente. À Auberive, elle représente même plus de la moitié de la surface de la commune. Je m'appelle Jean-Jacques Bouteau, je travaille à l'Office national des forêts et je suis responsable de l'unité territoriale d'Auberive. L'unité territoriale d'Auberive, c'est 16 500 hectares de forêt, de la forêt publique, dans 5 800 hectares de forêt domaniale. Le reste est constitué de forêts communales et de forêts d'établissements publics. Nous avons rencontré une chercheuse qui va nous présenter l'objectif du programme, ses acteurs et le déroulement de l'étude. Donc, je suis Marielle Berrier-Soliec, professeure d'économie ici à AgroSub Dijon, et je suis responsable du programme Pegasus, qui est un programme européen. Le programme Pegasus, c'est un programme de recherche européen qui est piloté par une équipe anglaise et qui regroupe 14 équipes de recherche qui sont localisées dans 10 pays différents en Europe. Et donc AgroSub Dijon, l'INRA et le CESER, donc le laboratoire de recherche en sciences sociales de Dijon, est associé à cette recherche. Donc le programme Pegasus porte plus spécifiquement sur l'évaluation des bénéfices sociaux et environnementaux de l'agriculture et de la forêt. Et dans le cas de Langres, on s'est centré plus spécifiquement sur le cas forestier. Alors, le programme Pegasus a été d'emblée un programme à vocation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il associe des écologues et des chercheurs en sciences sociales, essentiellement des économistes, mais aussi des sociologues ou des géographes. Le programme part du constat qu'il y a des biens et des services donc, qui sont rendus par la forêt et qui sont sous-évalués, sous-produits. Donc nous, notre question, c'était de savoir comment on peut davantage produire ou encourager la production de services environnementaux et sociaux de la forêt, limiter leur dégradation quand ce sont des biens et des services positifs, ou au contraire limiter les services quand ils sont négatifs. On a ensuite repéré les principaux acteurs qui interviennent dans la production de biens et de services produits par la forêt, et on a organisé des ateliers participatifs. Alors, ces ateliers participatifs ont consisté à mettre autour de la table l'ensemble de ces parties prenantes, de les faire réagir sur l'identification des biens et des services produits. On utilise pour ce faire un terme assez générique qu'on appelle SBO. Donc, SBO, c'est un terme qui désigne à la fois le bien public et le service écosystémique. Et on essaie d'identifier les SBO produits par la forêt en région de Langres. On essaie d'identifier les freins ou au contraire les facteurs qui favorisent la production de ces SBO dans la forêt de Langres, les évolutions également sociales, environnementales, économiques, dans le cadre de la production de ces biens et de services produits par la forêt. Plusieurs acteurs locaux vont nous présenter leur vision de la forêt et de ses services sociaux et environnementaux. Les principaux services sociaux et environnementaux sur ce territoire pour la forêt, essentiellement la production de bois. Les forêts représentent un revenu pour les collectivités. C'est un revenu qui est non négligeable. Ça compte beaucoup dans les budgets communaux parce que les communes n'ont pas d'autres ressources dans leur budget. Il y a très peu d'industrie, donc le bois compte beaucoup. Et après, il y a un volet social qui est la chasse, qui est à la fois social et économique, parce que les chasses sont louées à des chasseurs ou à des associations de chasseurs, donc il y a un revenu important aussi par rapport à la forêt. Par rapport à l'environnement, on a des forêts qui sont riches en espèces ou en milieux protégés ou rares. Donc à ce titre-là, ces forêts représentent un enjeu très important en termes d'environnement, à la fois pour les habitants, mais à la fois pour la société en général. Donc, je m'appelle Romaric Lecomte, je suis chargé de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne, donc une association qui a vocation à protéger et gérer les espaces naturels remarquables de la région. Et je m'occupe plus particulièrement d'un site, la réserve naturelle de Chelmessin, qui est un des sites emblématiques du Pays de Langres. Donc au niveau de la forêt de la réserve naturelle, on a deux cas de figure. On a la moitié de la forêt qui appartient à la commune et qui est exploitée par l'Office national des forêts, donc en futée irrégulière, et on a l'autre moitié qui appartient au conservatoire, et le choix c'est de la laisser en libre évolution. Au niveau de la forêt, on a plusieurs fonctions, et de la réserve naturelle dans sa globalité, une fonction
de préservation de la biodiversité, une fonction scientifique, hein, c'est un laboratoire d'expérimentation où on va mener différentes études, et puis il y a une fonction aussi de sensibilisation, et sensibilisation ça veut dire notamment accueil du public. Sur la réserve on a créé un sentier de découverte qui permet de marcher à l'interface entre la forêt et le marais tufeux et de découvrir un peu les richesses de la réserve. Bon, les avantages sociaux d'un site comme cette réserve naturelle, en fait, c'est de permettre aux gens de découvrir en fait, un espace naturel et des modes de gestion qu'ils ne vont pas forcément pouvoir découvrir ailleurs, puisque là, ils ont possibilité d'être soit accompagnés sur le sentier de découverte, avec des panneaux explicatifs, soit accompagnés vraiment guidés par moi ou un autre animateur qui leur permettent de découvrir un peu des choses sur lesquelles ils ne poseraient pas leur regard. Bonjour, Gérard Collonge, donc je suis le président du SICFRA, du syndicat intercommunal forestier de la région d'Aube-Rive. Donc c'est un syndicat qui regroupe des forêts de 27 communes et qui assure la gestion de ces forêts. Les gens sont très attachés à leurs forêts, aux forêts communales évidemment, mais également sur l'ensemble des forêts de la région, que ce soit forêt domaniale, forêt privée, par rapport à l'enclos gibier qui a été fait par les aménagements touristiques qui ont été faits en forêt domaniale. C'est quelque chose qui est très très bien ressenti par les habitants et qui est très fréquenté. D'emmener les enfants voir des animaux, ça permet de voir à coup sûr des animaux. Ça permet aux habitants de passer une bonne journée, un pique-nique en forêt, de faire des promenades, c'est un lieu de départ de promenade. Jean-Jacques Bouteau va nous donner quelques informations quant à la gestion de la forêt en France, puis nous présenter 2 modes de gestion de la forêt, la futée régulière et la futée irrégulière. Le terme général, c'est la gestion multifonctionnelle des forêts. Donc on intègre à la fois la fonction de production de bois, qui est un enjeu majeur pour le pays. Ensuite, il y a la fonction environnementale. Et puis, une troisième fonction, la fonction sociale. Pour chaque forêt, on évalue le poids de ces 3 fonctions. Par rapport au type de propriété forestière, donc de forêt domaniale, de forêt communale, forêt d'établissement public, qui sont classées dans la catégorie forêt publique. Donc là, elle bénéficie de la gestion de l'Office national des forêts. Donc ça, ces dispositions sont réglementaires. Donc l'État établit la politique forestière au niveau national, donc que ce soit en forêt publique ou en forêt privée. Donc les grandes orientations sont du domaine de l'État au niveau national. Tous les 20 ans, le forestier se repose des questions, donc il effectue le bilan des 20 dernières années et se projette sur les 20 suivantes. Donc on a la présence de 2 grands types de gestion, donc la futée régulière et la futée irrégulière. Donc la futée régulière, c'est le mode de gestion le plus répandu dans la gestion forestière du Pays de Langres, au niveau national également. Donc ce mode de gestion a une vision de la forêt à très long terme. Donc si je prends un exemple, imaginez une forêt de 100 hectares. Tous les ans, on va couper une parcelle d'1 hectare. Et ce qui fait que sur cette parcelle, j'aurai les arbres qui vont avoir le même âge, en gros. Donc c'est le principe de la gestion en futée régulière. On se fixe un âge d'exploitabilité pour une essence donnée, et puis donc on met en œuvre le plan que je viens de décrire. On a un autre mode de gestion qui se développe depuis une vingtaine d'années, c'est la gestion en futée irrégulière, donc pratiquée autour de nous, notamment sur les plateaux calcaires. Dans le système en futée irrégulière, on prend en compte l'individu arbre. Chaque arbre est analysé et on va le récolter quand il a atteint son optimum économique. Mais quels sont les avantages et les inconvénients de ces 2 modes de gestion? Et quels sont leurs effets sur les services sociaux et environnementaux rendus par la forêt? Donc les avantages et inconvénients de chaque mode de gestion. Donc pour la futée régulière, parce qu'on a bien identifié des parties de forêt où on va travailler, donc on concentre un peu les travaux à un même endroit, donc ça c'est un avantage. Donc il y a un système de contrôle aussi qui semble plus simple. Le gros inconvénient, c'est son impact sur le paysage, parce que des coupes qui peuvent représenter plusieurs hectares ou plusieurs dizaines d'hectares ont toujours eu un impact sur le paysage, mais cette perception du paysage est de plus en plus perçue par les usagers de la forêt ou les gens qui parcourent ce massif.
Donc la futée irrégulière, elle prend en compte chaque arbre, donc on a une parfaite adaptation des essences à la station, on a une performance environnementale qui est très forte. Et l'intérêt de ce système-là aussi, c'est d'optimiser le fonctionnement de l'écosystème forestier. Et on constate que le niveau d'investissement est en général un peu plus bas par rapport à un système de futée régulière. Donc on accompagne plus la forêt qu'on la dirige. Nous allons nous intéresser aux motivations des acteurs locaux pour changer le mode de gestion de la forêt en passant d'une gestion en futée régulière vers une gestion en futée irrégulière, puis au déroulement de ce changement. Alors, au niveau du SIGFRA, maintenant, notre dernier aménagement est en futée irrégulière. Ça a été à la suite de coupes importantes de futée régulière sur des parcelles entières et ça modifie le paysage d'une façon brutale et importante. Les gens se sont vraiment inquiétés et donc ont demandé, il y a eu quand même une levée de bouclier dans la région et les gens ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on a refait l'aménagement du SIGFRA à ce moment-là, bien les élus ont dit mais nous on ne veut pas que ce soit comme ça dans notre syndicat, on ne veut plus que ce soit comme ça et donc c'est à ce moment-là qu'on est passé à la futée irrégulière qui est beaucoup plus douce en matière de gestion de paysage et de gestion forestière. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir et puis je suis sorti un peu de l'office pour voir un peu ce qui se passait et donc avec d'autres forestiers du privé ou d'autres techniciens qui travaillent dans d'autres secteurs à travers une autre association qui s'appelle le ProSilva, j'ai pu découvrir un certain nombre d'éléments pour comprendre la futée irrégulière. Et donc comme ça, j'ai pu avoir des images en extérieur de mon domaine habituel de travail que j'ai pu après essayer de retrouver dans les forêts dans lesquelles je travaillais. Et puis je me suis rendu compte que ces images existaient, et puis petit à petit on les a remis en œuvre, et puis il fallait aussi travailler en équipe, faire évoluer l'équipe d'un mode de gestion, d'une technicité habituée à la futée régulière, vers la futée irrégulière. Donc c'était une grosse évolution par rapport à notre organisation, notre conception de voir la forêt. Et on est parti, voilà un peu l'historique de cette évolution. Le programme de recherche Pegasus est toujours en cours à ce jour. Par contre, on peut dès aujourd'hui tirer quelques enseignements du travail réalisé sur le Pays de Langres concernant la forêt, sur les deux questions posées qui étaient donc la qualification et l'évaluation des bénéfices environnementaux et sociaux de la forêt d'une part, et les déterminants de l'évolution de la forme et de l'intensité de ces ESBO. Donc, sur le premier plan de résultats, donc la qualification et l'évaluation des ESBO, donc, on retiendra surtout la question de la valeur paysagère de la forêt. La forêt donc, est associée à des impacts positifs au plan économique, social, environnemental. Sur le deuxième plan de résultats, donc, la recherche participative a mis en évidence plusieurs facteurs qui influent plus ou moins positivement sur l'évolution de ces ESBO. On vient prendre en compte le fait que la forêt donc, relève à l'échelle française de filières économiques peu régulée et très ouverte sur les marchés internationaux. Donc les marchés internationaux tirent cette valorisation, l'exploitation du bois vers une exploitation de bois brut industriel qui au final est assez peu favorable à la valorisation de la qualité et des pratiques de gestion forestière vertueuses. Ensuite, on a un cadre national de définition des pratiques de gestion qui est assez peu sensible à l'écologie forestière. Tout en imposant, comme on a pu le constater, un cadre réglementaire sur la production de l'environnement qui est particulièrement strict. Donc, malgré ce contexte dominé par une vision un peu technique et peu territorialisée de la gestion forestière, le travail sur les Langres a permis de montrer, donc, malgré tout, qu'il est possible localement d'influencer sur la gestion forestière dans un sens plus favorable aux bénéfices environnementaux et sociaux, d'une gestion en futée régulière vers une gestion en futée irrégulière, c'est une bonne illustration. Et donc on peut retenir trois principaux enseignements de cette expérience. D'une part, que la qualité du paysage à laquelle contribue la forêt est une composante identitaire forte
et que sa détérioration peut être à l'origine d'évolutions de pratiques. Le deuxième enseignement, c'est le rôle déterminant d'acteurs clés dans ce changement, explorer de nouvelles pistes de gestion forestière. Et enfin, le troisième élément qui est apparu très important, c'est effectivement la capacité de ces acteurs locaux à mobiliser des compétences pour accompagner ce changement, pour apporter des compétences et des visions externes au territoire sur ces pratiques. Pour conclure, la forêt française est associée à des bénéfices environnementaux et sociaux plutôt positifs, mais dont on voit que certaines pratiques peuvent partiellement remettre en cause. Donc, des pistes d'amélioration sont possibles par la voie de la préservation, comme cela se met en place dans le cadre d'un projet sur ce territoire de parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne par exemple, mais elle passe aussi, et comme on a pu le voir, par des évolutions de pratiques de gestion qui intègrent davantage les enjeux d'écologie forestière.